Notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député du Nord, porte-parole du Rassemblement national et vous êtes candidat au régional dans les Hauts-de-France à la tête de la liste du Rassemblement national. Merci d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va bien sûr parler des régionales et de votre campagne, Sébastien Chenu, mais d'abord le reste de l'actualité. Ces milliers de manifestants qui ont défilé ce week-end pour les libertés et contre les idées d'extrême droite. C'était le thème de la manifestation à Paris. Jean-Luc Mélenchon a été enfariné. Est-ce que vous condamnez ce geste ? Et moi, je condamne toutes les violences et j'aimerais d'ailleurs qu'il en soit de même lorsque, par exemple, la tête de Marine Le Pen est portée au bout d'une pique. Là, on n'entend jamais personne, en revanche. Donc moi, je condamne la violence, quelle qu'elle soit en politique. Ces manifestations, elles étaient ridicules. Il y a eu très peu de participants parce que, tout simplement, les gens qui les animent, d'abord, sont obsédés par le Rassemblement national, alors qu'on préférait les sentir obsédés en ce qui concerne la sécurité, la lutte contre l'immigration, les grandes problématiques de notre pays, plutôt que d'être obsédé par des concurrents politiques. Mais surtout, il suffit de demander aux gens, aux habitants qui sont dans des communes gérées par le Rassemblement national, s'ils ont l'impression d'être gérés par des gens d'extrême droite, c'est-à-dire par des gens qui sont en rupture avec l'idéal républicain ou la démocratie. Pas du tout. La réalité, c'est que tous nos maires sont très bien réélus, c'est que tout ça se passe très bien et que ce qu'on essaye de faire croire aux gens ne marche plus, ne prend plus. C'est pour ça qu'il y avait très peu de personnes en réalité dans ces manifestations. M. Mélenchon, il devrait faire attention. Selon la police, 150 000 selon les organisateurs. Monsieur Mélenchon devrait faire attention dans ce qu'il fait, parce que lorsque lui, il hurle sur des policiers, lorsque lui, il insulte des policiers, lorsqu'il a des propos complotistes, lorsqu'il est dans des manifestations dans lesquelles on hurle à la Akbar, il sort gravement, lui, du pacte républicain. Alors je veux bien qu'on voit toujours la main d'extrême droite derrière tout, derrière un cri comme Montjoie, Saint-Denis, on voit un mec d'extrême droite, mais derrière Allahu Akbar dans les rues de Paris, il y a quelque temps, ils étaient nombreux. Là, on n'a pas vu l'islamisme, on n'a pas vu l'islam politique. Et pourtant, il était bien là, soutenu par des hommes politiques de gauche et d'extrême gauche. Donc, à un moment, tout ça confine au ridicule. Les électeurs du Rassemblement national, ils ont le droit, tout autant que les autres, d'être respectés. Moi, je respecte tous les électeurs. Pour vous, cette marche, c'était un manque de respect envers les électeurs du Rassemblement national ? Mais évidemment, parce qu'on essaye de les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Évidemment, à partir du moment où on est dans le jeu démocratique et où on accepte les règles, les uns et les autres, eh bien, on se comporte de la même façon vis-à-vis des électeurs. Moi, je crois que souvent, il y a derrière ces attaques toujours irraisonnées contre le Rassemblement national, l'incapacité à tous ces gens à assumer la nullité de leur bilan. En fait, au moins, tant qu'on ne parle pas du bilan, tant qu'on ne parle pas des idées politiques et quand on agite simplement des fantasmes, eh bien, on n'est pas sur le fond. Donc tout ça, les Français n'en sont pas dupes et je pense que, comme je le disais, effectivement, nous avons droit au respect, nos électeurs ont droit au respect. Monsieur Mélenchon, il n'a pas de bilan puisqu'il n'a pas gouverné. Si on prend la retraite à 60 ans, si on prend le rapport avec l'Europe, y compris sur des points diplomatiques, finalement, vous n'êtes pas si loin, vos électeurs des siens. Monsieur Mélenchon, il a un bilan qui est celui d'un opposant politique. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans d'opposition politique, le bilan de Monsieur Mélenchon, c'est une honte. Quand on a un leader politique qui a les propos qu'il a, les propos, je le disais, complotistes, ou qui est lié à l'islam politique, qui est lié à l'islam politique, qui est lié à ses revendications scandaleuses, il a un bilan d'opposant qui devrait lui faire honte et qui devrait l'inciter à se calmer. Pour le reste, pour les programmes, les Français savent juger et très bien, et ils le feront probablement très bien lors des élections régionales. Qui sont ceux qui ont un bilan? À quel niveau ce bilan plaît aux Français? Je crains que La République En Marche, là aussi, ne déchante quelque peu. On va parler des régionales, mais on va continuer à balayer le reste de l'actualité. C'est le général Lecointre qui a annoncé hier qu'il quittait ses fonctions. Il ne veut pas d'un changement de poste au moment de l'élection présidentielle parce qu'il veut éviter la politisation, un soupçon de politisation de l'armée. Il a eu raison. Bon, écoutez, la démission du général Lecointre ne peut pas ne pas nous faire penser à la tribune signée par les généraux. En réalité, on a le sentiment qu'il y a un écho très direct. Le général Lecointre doit se sentir assez mal au milieu de ses troupes qui ont dit tout haut ce que de très très nombreux militaires pensent tout bas, c'est-à-dire que la situation du pays est tellement grave que s'il n'y a pas par la démocratie,
par l'élection un changement et un redressement du pays, alors ils seront, c'est ce qu'ils écrivaient, dans la nécessité d'intervenir et ils ne le souhaitent pas. Il n'y a pas d'appel à la sédition. Mais on sent bien que le général Lecointre... Mais surtout, c'est pas ce que dit le général Lecointre. Il a réagi hier à cette tribune. Il dit que le risque de coup d'État n'existe pas et que c'est un fantasme. Mais bien sûr que le risque de coup d'État n'existe pas. Il n'y a pas d'appel à la sédition. Il y a un constat qui est celui d'une société fracturée, qui est celui d'une société abîmée. Et ce sont les militaires, ceux qui donnent leur vie pour défendre notre pays, qui le disent. Donc par conséquent, on peut imaginer que le général Lecointre est plutôt mal à l'aise aujourd'hui dans la fonction qui est la sienne, parce que il entend cette voix qui monte dans l'armée et qui dit qu'il est temps de se ressaisir, comme cette voix qui monte dans la justice, dans l'éducation nationale, dans tout ce qui fait les autorités du pays, le régalien, tout ce qui tient notre société, et bien tous les professionnels qui tiennent notre société. Mais vous pensez vraiment que cette tribune elle représente l'armée ? C'est pas minoritaire. Je pense qu'au contraire, c'est la face émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que je pense au contraire que de très nombreux militaires considèrent que le pays est dans un état grave. Mais il n'y a pas que les militaires qui le pensent. Vous avez vu les tribunes de magistrats, vous avez vu les tribunes de policiers, vous entendez des enseignants écrire à longueur de journée la situation ou des soignants dans laquelle ils sont. Oui, l'État s'est affaissé et pendant ces 5 ans, il s'est affaissé encore plus vite que les années précédentes avec le gouvernement d'Emmanuel Macron. La déconstruction de l'État est allée encore plus vite. Pour finir sur ces militaires, il y a 6 généraux retraités, mais qui peuvent être rappelés, qui ont assumé leur rôle dans cette tribune sur le délitement de la France et qui ont été convoqués par le ministère des Armées. Vous trouvez que cette procédure est normale ? Non, mais moi je ne remets pas en cause les procédures du ministère de la Défense, mais ça doit nous interpeller. Si ces militaires ont considéré qu'ils devaient s'affranchir de l'endroit de réserve, c'est qu'ils considèrent que la situation, et donc avoir des sanctions, c'est qu'ils considèrent que la situation est suffisamment grave pour le faire. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Mais vous trouvez normal qu'ils soient sanctionnés ? Bien sûr. On sait dans quoi on s'engage lorsqu'on entre dans l'armée. Et je pense qu'effectivement, s'il y a des procédures, eh bien, elles iront au bout. C'est pas ça qui me choque. Les militaires le savent eux-mêmes. Mais s'ils ont décidé de s'en affranchir, c'est qu'ils considèrent qu'effectivement, la situation de notre pays est bien dramatique. Oui, pour rester avec nos armées, le président de la République veut réduire la présence militaire au Sahel, l'opération Barkhane. Qu'en pensez-vous ? D'abord, on ne peut pas parler de ceci sans avoir une pensée pour les militaires. Ils ont été près de 50, je crois, qui ont été tués pendant ces opérations durant ces années. Et un retrait rapide qui n'aurait pas été réfléchi me semblerait ne pas aller dans le bon sens. Si un retrait doit se faire, il doit être progressif, évidemment. Il ne doit pas rimer en tous les cas avec la volonté de cesser de lutter contre l'islamisme dans ces pays-là. Nous devons demeurer des partenaires de la lutte contre l'islamisme dans ces pays-là. Et pour le reste, voilà, je crois que ça nous incite à d'abord penser à ces militaires, mais à se dire aussi que la France a été bien seule durant toutes ces années dans cette opération Barkhane. Nous avons été bien seuls et l'Union européenne nous a démontré là aussi son incapacité à parler d'une seule voix. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a raison dans sa stratégie d'entamer un retrait pour que le reste de l'Europe en fasse plus ? Je me méfie. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a le sentiment de ne pas lire de stratégie derrière. On a l'impression qu'il dit on arrête Barkhane, mais qu'il n'y a pas de stratégie derrière. J'attends de savoir ce que le président nous propose comme stratégie. Et vous l'attendez au Parlement ? Vous souhaitez un débat parlementaire ? Bien sûr, ça semble nécessaire. On va dire un mot du couvre-feu, puisqu'on a vu encore ce week-end ces images, notamment à Paris, de non-respect des gestes barrières, de non-respect du couvre-feu. Est-ce que, comme Valérie Pécresse, vous dites qu'il faut mettre fin dès maintenant au couvre-feu à 23h ? Vous savez, nous avons demandé depuis bien longtemps que chacun puisse retourner travailler, qu'il y ait des zones dans lesquelles, quand l'épidémie ne se répandait pas de façon très importante, eh bien, on puisse donner de la liberté aux Français. Je pense qu'il est temps, effectivement, de donner cette liberté aux Français. Donc, fin du couvre-feu dès maintenant ? À partir du moment où on continue et où on donne la possibilité de se vacciner, là aussi, nous avons demandé il y a déjà très longtemps qu'on vaccine très largement, les jeunes en particulier, qu'on ouvre les vaccinations et qu'on arrête de faire par catégorie d'âge. D'ailleurs, là, c'est le cas. Oui, mais d'ailleurs, il y a eu un ralentissement ces dernières semaines. Les centres de vaccination ne font pas le plein. Il faut ouvrir très largement, ce qui permettrait effectivement d'en finir. Mais juste sur le couvre-feu, c'est quand ? Oui, moi je pense qu'il faut une mesure qui n'a pas de pertinence comme celle-ci, si elle est assortie d'une vaccination ouverte et possible pour tout le monde, alors évidemment, elle n'a pas de sens, bien sûr. Sur un autre sujet qui vous tient à cœur, l'immigration, le président de la République veut durcir les sanctions administratives, notamment les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Ça devrait vous convenir, un programme pour comme ça ? Pour des faits graves, a-t-il précisé, pour des faits graves. Deux choses, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, on se moque des Français. Enfin, on est en pleine période électorale, on est à 10 mois d'élection présidentielle.
Et on a le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui nous disent « Nous allons expulser les étrangers en situation irrégulière qui ont commis des faits graves ». C'est-à-dire que ceux qui n'en ont pas commis, bon, pas de souci, hein, on continue à braver la loi, et nous allons, à 10 mois des élections présidentielles, devenir un peu ferme, c'est-à-dire monter le son. Bon, ces gens-là se moquent évidemment des Français. Il y a 13% des demandes d'asile, des déboutés du droit d'asile qui repartent chez eux. C'est-à-dire qu'il y en a 87% qui n'ont pas le droit de se maintenir en France et qui s'y maintiennent. On a vu que dans les déboutés du droit d'asile, parfois, il y avait des terroristes. Parfois, et souvent, il y avait aussi des gens qui se comportaient mal. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un fait grave pour faire repartir ces gens de là d'où ils viennent. Toute personne qui est entrée et qui s'est maintenue en situation irrégulière dans notre pays doit être reconduite à la frontière. On a le sentiment que ces gens-là font des analyses qui finissent par ressembler à ce que nous proposons, mais en réalité, ils n'osent pas aller au bout des solutions. Vous prenez cet apprenti boulanger de Besançon. C'est vrai, il n'était pas en situation irrégulière tout de suite, mais en tout cas, son patron s'est mis en grève de la faim parce qu'il l'a régularisé. Ce garçon venait travailler tous les matins à 4 heures. Il allait au cours du soir pour apprendre le français. Bon, est-ce qu'on peut le traiter de la même façon qu'un délinquant? Non mais monsieur, moi je veux bien qu'on prenne l'exemple idéal, exceptionnel, mais faites un tour dans les prisons de France et vous allez en voir d'autres, des exemples qui sont un peu moins exceptionnels et malheureusement un peu moins idylliques. Donc je veux bien que le boulanger extraordinaire il a qui se parlé lève des tous les faits matins... graves, le président. Aller en prison, c'est un fait grave. Stop. Quand on se maintient sur le territoire français, sans droit ni titre, on repart de là d'où on vient. C'est probablement ce qui nous différencie de ces gens-là, qui font semblant d'être fermes, qui ont l'illusion, qui donnent l'illusion aux Français d'une fermeté parce que c'est les élections, mais qui en réalité, dès que l'élection sera passée, reviendront à leur très mauvais penchant, à leurs très mauvaises habitudes, par absence totale de courage politique. Quand on se maintient, quand on brave la loi, quand on se maintient en France sans droit ni titre, on rentre de là d'où on vient. Mais comment on fait? Est-ce que c'est pas illusoire aussi de faire croire aux Français que c'est aussi facile que ça? Et madame, on le fait d'abord en maîtrisant notre immigration, avec un moratoire sur l'immigration dans notre pays, mais aussi la gestion de nos frontières. La gestion de l'immigration doit être une politique nationale. C'est exactement, ça tombe bien, ce que propose Marine Le Pen pour les prochaines élections. Nous devons avoir la capacité, ça me semble être d'une banalité sans nom, de pouvoir gérer qui entre, qui sort, qui se maintient, pour combien de temps sur notre territoire. C'est une politique nationale. Et je suis presque prêt à prendre les paris que nous y finirons, que nous y arriverons. Parce que vous avez vu que pendant la Covid, avec un an de retard, eh bien on a fini par gérer nos frontières parce que c'était urgent et nécessaire. Eh bien parce que la situation devient urgente et nécessaire, on finira avec Marine Le Pen évidemment à la tête du pays. Mais pas qu'avec Marine Le Pen, c'est aussi le discours que tiennent Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, ce discours pas en vraiment. Disant que pendant la présidence française de l'Union européenne, ils vont porter ce dossier. Non mais pas vraiment. De plus grand contrôle de l'immigration. Ils ne tiennent pas le discours selon lequel l'immigration est une priorité, est une prérogative nationale. Ils s'en remettent toujours à l'Union européenne, éternelle passoire. Donc non, il y a quelque chose qui nous différencie. Est-ce que vous aussi, vous n'allez pas être obligé de le faire avec l'Union européenne? Et d'ailleurs, l'arrivée de Marine Le Pen suffira probablement à envoyer ce signal. Mais je suis sûr que ce ne sera pas le seul. C'est-à-dire que je pense que l'Union européenne... Mais ça veut dire quoi, l'arrivée de Marine Le Pen, c'est fermeture des frontières? Non, mais c'est gestion des frontières, gestion de l'immigration au niveau national. Mais surtout, je suis persuadé que l'Union européenne, parce qu'elle s'est déjà amendée sur un certain nombre de points, elle s'est déjà amendée sur un certain nombre de critères, non pas sur l'immigration par exemple, mais sur des critères de finances publiques, eh bien l'Union européenne finira par accepter de rendre de la souveraineté aux pays qui n'en peuvent plus. On va parler des régionales dans les Hauts-de-France. Avant de parler des régionales, un mot sur cet échange plutôt vif ce week-end entre Éric Dupond-Moretti et l'un de vos candidats au départemental, Damien Rieu. Il a qualifié le ministre de pitbull à Rolex de Macron. Est-ce que c'est du niveau d'une campagne électorale, Sébastien Chenu? Mais est-ce que c'est du niveau d'une campagne électorale qu'un garde des Sceaux vienne de façon complètement débraillée, insulter, provoquer des gens qui sont assis en train de boire un café à Péronne dans la Somme? Est-ce que en fait, tout ça ne dit pas qu'Éric Dupond-Moretti, non seulement incarne effectivement, on le sait, ce laxisme, mais n'a aucun projet pour la région dans laquelle il s'engage. Aucun projet. On n'a jamais entendu Éric Dupond-Moretti faire une seule proposition pour notre région qui en a bien besoin. Est-ce qu'un garde des Sceaux qui se comporte finalement comme un agresseur en venant agresser à une terrasse de café des habitants du coin, est-ce qu'il est dans son rôle? Oui, il est venu agresser
verbalement, s'amuser probablement, parce qu'Éric Dupond-Moretti joue. En réalité, Éric Dupond-Moretti n'a pas de sérieux dans tout ça. Il n'y a pas de sérieux dans sa démarche de candidat au régional. Il n'y a tellement pas de sérieux qu'il ne vient que le week-end se balader. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti est à sa place dans tout ça? Moi, je crains que ce garde des Sceaux n'ait rien compris. Pourquoi il ne serait pas à sa place, Éric Dupond-Moretti? Et parce qu'il n'a pas de projet pour la région, parce qu'il est un candidat de week-end, alors qu'Éric Dupond-Moretti choisisse où il est garde des Sceaux à temps plein, et vu l'état de la justice, on aurait bien besoin de quelqu'un qui se penche sur ces dossiers à temps plein, où il est candidat au régional, et il nous parle de quelques propositions, mais il arrête de venir faire un numéro le week-end. Enfin, est-ce que vous croyez sérieux de venir une fois dans le Pas-de-Calais, le dimanche, monter sur un terril, insulter les électeurs du Rassemblement national? C'est ce qu'il a fait d'ailleurs en s'en prenant à Damien Rieu sur la terrasse du café. Alors il fait la distinction, lui, entre le Rassemblement national, entre les élus et entre les électeurs du Rassemblement national. Il dit que les électeurs du Rassemblement national, il veut aller les chercher, il veut leur expliquer le projet. Il dit on ne peut pas avoir, par exemple sur la justice, puisque c'est son domaine, on ne peut pas avoir un discours de café du commerce comme là le Rassemblement national. Je crois qu'Éric Dupond-Moretti, si c'est son objectif, s'y prend assez mal, et je suis prêt à prendre les paris qu'il ne reparte lundi de la semaine prochaine dans son ministère un peu penaud, c'est-à-dire avec le résultat de ce qu'il aura fait, insulter des millions de gens pendant des semaines, des mois, s'être moqué des habitants des Hauts-de-France en n'ayant jamais une once d'une proposition, le début du commencement d'une proposition. Eh bien, vous verrez la réponse des électeurs la semaine prochaine. On peut prendre les paris aujourd'hui. Et justement, on va parler des électeurs. Alors, pas de la réponse des électeurs, on ne lit pas dans la boule de cristal, mais en tout cas des sondages. Pour le moment, les sondages qui vous donnent légèrement derrière Xavier Bertrand au coude à coude, au premier tour, 34% pour lui, 32% pour vous. En 2015, Marine Le Pen, qui était la candidate du Rassemblement national, du Front national à l'époque, elle faisait 40%. Xavier Bertrand, il était à 25%. Est-ce que quand même, il n'a pas réussi à affaiblir le Rassemblement national dans la région? Non, mais vous savez, on verra ça au moment des résultats. Nous sommes dans ce qu'on appelle la marge d'erreur. Je rappelle que la dernière fois, les sondages donnaient Marine Le Pen à 35%, qu'elle a terminé à 41%. Donc vous voyez, il y avait quand même une petite différence. Moi, ce que je crois, c'est que notre région... Vous pensez être devant au premier tour, vous? Je pense, oui. Je pense que notre région, elle a été depuis toujours finalement gérée par les mêmes. Très longtemps gérée par la gauche. À la même époque était le Nord-Pas-de-Calais géré par les Verts. Elle est aujourd'hui gérée par les Républicains associés à la République En Marche. Je rappelle que Gérald Darmanin était vice-président de Xavier Bertrand. Ces gens-là sont les mêmes. Ils sont d'accord sur tout. D'ailleurs, c'est pas un problème qu'ils soient d'accord sur tout. Encore faut-il l'assumer, ce que ne fait pas bien Xavier Bertrand. Mais cette région, elle a subi les échecs de ses politiques depuis 30 ans. Le temps de l'alternance, il est venu. L'alternance, d'abord, dans une démocratie, elle est salutaire, elle est nécessaire, c'est une respiration. Ici, elle est attendue, elle est espérée. L'alternance, ça permet d'ouvrir des nouveaux dossiers. Le dossier de la sécurité, il n'a pas été ouvert par Xavier Bertrand. Ça permet de mettre fin à des mauvaises habitudes. Il a quand même fait des choses en matière de sécurité. J'y viens, non, il n'a rien fait, justement. C'est pas les compétences de la région. Si, j'y viens. Mais ça permet aussi de mettre fin à de mauvaises habitudes, je le dis, parce que vous avez là un président de région qui soutient encore son vice-président maire de Roubaix, qui ne veut pas couper de subventions à des structures liées à l'islam politique, alors même que l'État demande que tout ça cesse. Eh bien donc, Xavier Bertrand continue à soutenir le maire de Roubaix, qui continue à vouloir arroser un certain nombre d'associations, AAIR pour être très précis, comme ça chacun pourra se faire son idée, qui ont des liens avec l'islam radical. Donc il y a des ambiguïtés et des incompétences, des insuffisances aussi sur la sécurité. Il y a un domaine de compétences que nous connaissons, qui est celui des transports dans la région. Mais on peut aller au-delà. Dans chaque politique qui est... Donc là, vous reconnaissez qu'il a fait des choses, qu'il a mis des moyens humains en matière de transport, Xavier Bertrand. 364 haltes et gares devaient être sécurisées dans notre région. 30 l'ont été. Donc 10% de ce qui était nécessaire. Donc il n'y a pas eu d'effort fait là-dessus. Les agents de sécurité publique, nous demandons que dans les transports, les agents, on puisse embaucher 250 agents de sécurité publique. Il y en a 215. Il en a financé 35. Vous voyez la faiblesse. En fait, il n'a pas pris ce dossier à bras-le-corps parce qu'il a considéré que ce n'était pas sa responsabilité. Non, moi, je considère que c'est mon boulot. Oui, mais vous êtes dans une région où, quand même, la première préoccupation reste l'emploi. On ne va pas citer les chiffres ici, mais on ils ne sont pas bons non plus, d'ailleurs. Que c'est au-dessus de la moyenne nationale. Xavier Bertrand a mis en place des réseaux. Il a plus ou moins créé un pôle emploi régional. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, vous dites, c'est la première préoccupation, c'est l'emploi. D'ailleurs, je pense que emploi et sécurité, ça marche ensemble. Quand vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas mener un projet professionnel
professionnels, implanter des entreprises. Il y a eu 20 000 emplois industriels détruits dans notre région. Le chômage baisse moins fort dans la région qu'il ne baisse au niveau national. Ça veut dire que les politiques mises en place par Xavier Bertrand, c'est pas moi qui le dis. Mais il était aussi plus haut. Il était aussi plus haut quand il est arrivé, quand il a pris la tête de la région, qu'il était plus haut que la moyenne nationale. Mais il a mis en place un dispositif qui s'appelle Proche Emploi. Il est toujours plus haut que la moyenne nationale, madame. Ce dispositif, la Cour des comptes dit, ça coûte cher, ça marche pas, ça crée pas d'emploi. Donc ça veut dire que les politiques qu'il a mis en place n'ont pas eu d'effet ni amplificateur, ni correctif, et que donc on a perdu du temps. Le problème, c'est que Xavier Bertrand a fait perdre du temps avec toute une série de gadgets fort médiatisés, mais bien entendu fort inutiles. Il a fait perdre du temps à notre région. Alors d'un côté, il l'a pas protégé, il n'a pas protégé la sécurité de ses habitants, et de l'autre côté, il n'a pas protégé son emploi et son industrie. On peut pas dire que le bilan ce soit très glorieux. Nous sommes malheureusement, il faut assumer sa part de responsabilité. Nous sommes malheureusement classés parmi les régions les plus mal gérées. Je rappelle que l'IFRAP et le journal Capital nous ont classés 12e sur 13 comme les régions les moins bien gérées. Nous avons perdu, je vous l'ai dit, des emplois industriels. Il n'y a pas d'investissement suffisant, moins 21% d'investissement. Alors pourquoi Xavier Bertrand il est en tête dans les sondages? C'est bien que quelque part les électeurs des Hauts-de-France sont... Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens de gauche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens de gauche qui s'étaient fait harakiri, qui ont choisi de voter Xavier Bertrand au premier tour en se disant de toute façon, on va nous y obliger au second, donc on le fait dès le premier tour. Mais ça, cette illusion, cette espèce d'arnaque, en réalité, elle ne tient pas longtemps. Et c'était le but de cette campagne électorale que d'expliquer aussi, et je crois que les habitants le comprennent, que là où il n'y a pas de résultat, là où ça fait très longtemps que les mêmes gèrent, le même système, c'est un système, gère notre région, eh bien il est temps de changer les choses. Et là où il y a eu de l'alternance, en général, elle s'est bien passée et elle a donné ses résultats. C'est ce que je propose aux habitants. Vous craignez que la gauche ne se retire pas cette fois-ci et que du coup en triangulaire, voire en quadrangulaire, si la République En Marche se maintient, vous n'arrivez pas à gagner cette région? Non mais tout est possible, ils peuvent se maintenir, ils peuvent se fusionner, ils peuvent se retirer, enfin je veux dire, tout est possible avec eux, puisque leur seul but, c'est pas de sauver la région, leur seul but, c'est de sauver leur place. Xavier Bertrand nous dit qu'il est candidat et que dès qu'il est élu, il part en campagne présidentielle, sans même nous dire d'ailleurs qui gérera la région. C'est quand même d'une désinvolture manifeste et incroyable. Marine Le Pen, candidate en 2015, elle comptait aussi partir à la présidentielle en 2017. Mais Xavier Bertrand lui en avait fait le reproche. Est-ce que le cynisme en politique, c'est pas de faire ce qu'on reproche à ses adversaires? Xavier Bertrand a reproché ça à Marine Le Pen pour finalement faire la même chose. Est-ce que c'est pas le comble du cynisme politique? Si, je crois. Les habitants ont le droit à être respectés. On n'est pas le paillasson de M. Bertrand. On commence à entendre le discours, si le Rassemblement national gagne un territoire, une région, ça va faire peur aux investisseurs. Et vous avez même des investisseurs qui tiennent ce discours, des industriels, des chefs d'entreprise. Comment vous réagissez? Enfin écoutez, c'est la même chanson à chaque élection. À chaque élection, il suffit de demander aux maires de Perpignan, de Villers-Cotterêts, d'Hénin-Beaumont, de Bray-la-Bussière. Ils ont tous eu le discours « Ouh là là, si la ville passe au Rassemblement national, il n'y aura plus d'investisseurs. C'est juste ce que dit Gérald Darmanin. Il parle même de marque satanique du Rassemblement national. Non mais les outrances du ministre de l'Intérieur, il ferait mieux de s'occuper de son bilan, il ferait mieux de sécuriser les Français et de les protéger, plutôt que de commenter le vote des électeurs. Moi, ce que je crois, c'est que tout ça, c'est l'éternel pipeau. Si le Rassemblement national arrive aux responsabilités, l'eau va arrêter de couler, vous allez entrer en enfer, etc. Manque de peau, à chaque fois que le Rassemblement national est arrivé aux responsabilités, lui ou ses amis d'ailleurs, je pense à la ville de Béziers, eh bien tout a été, non seulement la sécurité a été renforcée, moins 23% de faits de délinquance à Hénin-Beaumont, je le rappelle, à Béziers je crois qu'on est dans des proportions semblables, et les électeurs ont très bien reconduit leur maire. Donc il faut arrêter avec ce pipeau, ne le croient que ceux qui veulent nuire au Rassemblement national. Juste un mot sur une autre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est Julien Audoul, votre candidat là-bas, qui est contesté, y compris dans votre camp. C'est une erreur de casting, Julien Audoul? Non, je crois qu'il y a un acharnement sur Julien Audoul qui n'est pas juste. Vous savez, moi je regarde ce que font les candidats. Julien Audoul était président de groupe, il connaît bien sa région, il y est entièrement dévoué et probablement il va gagner. Et c'est probablement ce qui suscite cet acharnement injustifié contre notre candidat. Il a tenu des propos quand même, lesquels, qui étaient, notamment sur les agriculteurs. Non, ils sont contestés, madame. Ils sont contestés par lui. Bien sûr. Oui, mais vous ne pouvez pas affirmer quelque chose qui est contesté par celui. Ils sont contestés par lui. Il y a un enregistrement de journalistes de Libération. Non, c'est un montage. Vous l'avez écouté? Oui. Pour vous, c'est un montage? Visiblement, il y a des morceaux entiers de la conversation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui ne sont pas repris. Donc oui, il le conteste et c'est en justice. Il ne conteste pas complètement. Donc, il dit qu'il n'a pas voulu dire ça, il ne conteste pas avoir prononcé ses propos. Il conteste.
ce qui en a été dit. Madame, moi je conteste par exemple que j'aimerais en tous les cas que le député de la France Insoumise, candidat au régional, M. Bernalicis, qui est accusé par son propre attaché parlementaire sur les réseaux sociaux de consommer de la cocaïne au bureau et de harcèlement, puisse s'expliquer également. Vous en avez entendu parler? Non, vous n'en avez pas entendu parler. Non, c'est pour ça. Plusieurs candidats ont dû être désinvestis du Rassemblement national. Il y a eu la Creuse, il y a eu les Ardennes, la Gironde. Vous avez quand même un problème. Donc voilà, vous nous avez cité 3 personnes sur combien de candidats? 3600 candidats. Peu importe. Eh bien, moi, je vous dis, monsieur, que ce qui compte dans ces cas-là, c'est la réponse qui est donnée. Quand Mme Pécresse, un de ses candidats, qui est accusé par son propre fils de viol, je n'en fais pas porter la responsabilité, Mme Pécresse. Je pense qu'elle ne savait probablement pas ça, et sinon elle n'aurait pas retenu son candidat. Eh bien, nous, lorsque nous avons des brebis galeuses, et donc je viens de vous démontrer qu'elles pouvaient, de la France Insoumise ou des Républicains, être présentes partout, nous les désinvestissons immédiatement, parce que nous avons 3600 candidats, et qu'il est possible qu'il y ait des gens qui soient mal comportés dans ces 3600 candidats. Mais nous le faisons automatiquement. Mais ne nous faites pas porter cette responsabilité que vous ne faites pas porter à nos adversaires politiques, quand bien même ils hébergent sur leur liste parfois des gens peu recommandables. Merci beaucoup. Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité pour des raisons d'équité. On va regarder ensemble la liste des candidats dans ces régionales en Île-de-France. Vous êtes 7 dans les Hauts-de-France, pardon. Vous êtes 7 à briguer le poste de président de région. Et je rappelle pour tous nos téléspectateurs que le premier tour a lieu dimanche prochain. Merci Sébastien Chenu. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On passe tout de suite. Et merci Pascal. Merci. On passe au Club des Territoires.